parlons de aller ensemble. Vous avez pendant l'émission évoqué cette sorte de mastodonte qui est aux affaires depuis une quarantaine d'années aujourd'hui. Et c'est comme ça que je les voyais en 2017-2018. Mastodonte. Mon regard c'est un peu moins maintenant. Oui, parce que nous-mêmes, on n'est pas moins. Hein. D'accord. Et l'opinion semble dire que c'est pour ça que nous sommes persécutés. Ça veut dire aujourd'hui que pour affronter justement ces mastodontes, il faut que vous soyez organisés, que vous mettiez ensemble sur de coalition ou alliance d'opposition. Mais on a l'impression que ça ne se fait pas facilement. On ne vous voit pas beaucoup dans ces regroupements-là. Vous êtes cavalier solitaire? Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai toujours parlé de coalition. Pas seulement parler. J'y ai travaillé. Lorsque j'ai été sollicité par le professeur Olivier Billet, pour prendre cet exemple-là, je m'y suis activement investi. Dans l'ATP? Dans l'ATP. Oui. J'allais voir d'autres acteurs politiques. Je me suis même constitué en crédibilisateur, je ne sais pas si le terme existe, de l'ATP. On n'a pas meilleure démonstration de ma volonté de mutualisation. Pour faire simple, nous avons deux options de mutualisation, nous n'avons de cesse de le dire. Je le dis aussi sur votre antenne. Le Cameroun est dans un tel état de déliquescence que soyons honnêtes avec nous-mêmes. Celui qui gagnera l'élection présidentielle en octobre 2025 court le risque de trouver un pays dont il n'imagine même pas véritablement l'ampleur de la déliquescence. C'est un peu ce qui est en train de rattraper aujourd'hui Diomaye Faye et Ousmane Sonko au Sénégal. Et découvrir des déficits cachés, des dettes cachées, des choses cachées qui handicapent la mise en œuvre de leur vision. Parce qu'il y a des choses qui étaient dissimulées. Si chez eux, c'est d'amplitude 7, chez nous, ça pourrait je crois que chez nous, c'est amplitude 1000. Et c'est pour cela que, fort de cela, nous avons suggéré qu'il y a une coalition de transition. Personne n'en mourra. Et vous vous souvenez d'une interview que j'ai donnée sur RFI, où lorsqu'on m'a demandé quel profil vous voyez pour cela, j'avais même donné un nom. Ça nous prend 2 ans, 3 ans. On fait l'audit du pays, on réécrit la constitution, on réécrit le code électoral, on réconcilie les Camerounais, on organise une élection équitable sur la base des projets de société. Vous imaginez cette transition? On trouve que c'est chimérique. Sans être à la tête forcément. La preuve, je vous dis que j'ai dit dans une radio internationale que moi je m'effacerai au profit de cette personne. Que vous ne citez plus. Non, mais je peux la citer, puisque les instructions, c'était Maître Akeremouna. Oui. Je l'avais cité très clairement. Maintenant, si on ne peut pas faire ça, il nous reste l'option sénégalaise. L'option sénégalaise, c'est l'option Diomaye président. Si vous faites une transposition, ça pourrait donner Cabral président ou Jean-Jacques Zé président, si vous voulez. Pourquoi pas? Voilà. Et c'est quoi cette option? C'est de construire autour d'une candidature forte, une candidature crédible, une candidature sérieuse, une coalition. Vous savez, l'élection du Sénégal, on n'en parle pas suffisamment, mais j'aime le rappeler. On croit que c'était une affaire entre Diomaye Faye et le candidat du pouvoir. C'était 17 candidats. Et ce n'était pas 17 figurants. Parce qu'on avait des anciens ministres. Il y avait 3 anciens premiers ministres. Oui. 3 anciens premiers ministres, dont Idrissa Seck et le sortant. Il y avait 2 anciens maires de grandes villes, Dakar et Kaolack. Il y avait un ancien directeur général des douanes. Il y avait 3 professeurs, directeurs de chaire à l'université, professeurs titulaires. Il y avait des hommes d'affaires de haut vol. Il y avait un haut fonctionnaire des Nations Unies, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que la coalition Diomaye président, qui a réuni 118 partis politiques et organisations de la société civile, gagne au premier tour. Tenez-vous tranquille. Ça va en brèche l'idée selon laquelle, parce que l'élection au Cameroun serait à un seul tour, un candidat ne pourrait pas lui seul remporter l'élection à ce seul tour face à d'autres candidats. Il faut aussi, c'est ce que nous appelons l'impuissance apprise. Parce que cette fameuse impuissance apprise qui implante dans le subconscient des Camerounais qu'ils ne sont rien, qu'ils ne valent rien, ça induit une forme de dépendance permanente vis-à-vis des autres. Mais il faut que les gens apprennent à croire en eux. Même une coalition doit apprendre à croire en elle. Donc nous, on travaille sur ces 2 leviers. Si nous ne sommes pas capables de convaincre les autres de faire une coalition de transition, ben nous travaillerons à une coalition autour d'une candidature forte. Parce que là aussi, c'est un sujet important. Et il faut savoir apprendre du passé. Monsieur Jean-Jacques Zé, il y a un dicton qui dit qu'il faut faire attention lorsque vous mélangez quoi et quoi déjà? Allez-y. Des torchons, je ne sais pas tout. C'est une expression comme ça. Oui. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque vous mettez ensemble les torchons et la serpillère. Voilà, c'est ça l'expression, l'expression convenue souvent. Si vous mettez sur le même pied d'égalité un leader de parti politique qui a travaillé à construire un projet, qui a travaillé à faire du maillage territorial, donc qui peut apporter quelque chose, et à côté de lui, vous mettez un autre qui n'a travaillé à rien. C'est ce que vous reprochez à l'ATP, par exemple? Non, je ne parle pas d'ATP. Je vous dis juste que pour certains, leur terrain, c'est la télé. Pour nous autres, notre terrain, c'est le vrai terrain. C'est Yokadouma, c'est Ngoro, c'est Galim Tinière, c'est Menganga où on a des élus. C'est Kaikai où on a perdu à 47%. C'est Kribi où on a perdu à 38%. C'est Konyambeta où on nous a arraché la victoire en pleine nuit. C'est ça le terrain. Et moi, je suis fatigué. Parce que, et je fais cet aveu public, et mes militants m'avaient mis en garde pendant longtemps. Et même les anciens de la scène politique gabonaise m'avaient mis en garde. Vous cheminez avec des gens qui n'ont pas travaillé. À un moment ou à un autre, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Parce que nous qui faisons le terrain, par exemple, nous savons que la priorité, c'est la surveillance du vote. Mais pour quelqu'un qui n'a de comité de base nulle part, il ne va jamais penser à la surveillance du vote parce que de toute façon, penser surveillance du vote, c'est penser à la ressource humaine qui va surveiller le vote. Lui, sachant qu'il n'en a nulle part, il ne réfléchira jamais. Et lui, il aura toujours tendance à aller vers des choses qui sont plus aériennes
que des choses qui ont, au détriment des choses qui ont une réelle emprise pour l'atteinte des objectifs que nous nous fixons. Présenté comme cela, on sent que vous ne pouviez pas rester avec l'ATP, par exemple. Ça ne pouvait pas durer. Vous savez, on apprend tous les jours. D'abord, on est toujours à l'ATP, on n'en est pas sorti. Pourtant, on a lu un texte d'un membre de l'ATP qui vous traitait. Mais c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ça fait toute la différence. Oui. C'est-à-dire, il y a des membres qui n'ont pour existence que dans la rédaction des pamphlets contre les autres. Mais moi, je n'ai pas le temps d'écrire un pamphlet contre un autre. Parce que le temps, quand j'ai une minute, M. Jacques Zé, je suis sur le terrain, proche des Camerounais, pour apprendre des Camerounais, réfléchir avec des camarades à formuler des solutions pour les Camerounais. Je ne peux pas m'asseoir là. Seuls les oisifs réfléchissent, qu'est-ce que je vais dire à Jean-Jacques Zé, par quelle insulte je vais encore dégommer Jean-Jacques Zé demain matin. Parce qu'il n'a pas d'emprise réelle. Vous voyez, et c'est ça le risque, c'est ça le risque. Et je vous l'avoue, on apprend tous les jours. Et moi, j'ai appris donc à cheminer avec ce genre de personnes. Non, on est là. Et on dit, bon, avançons. Puisque de toute façon, on a désigné des porte-parole de l'ATP. Moi, je suis étonné tout le temps que l'on me demande de parler de l'ATP. L'une des premières résolutions à l'ATP, c'est qu'on a désigné des porte-parole. Vous ne figurez pas. Ces porte-parole, au lieu de porter la parole du travail, porte la parole de l'invective. La liste des candidats à la candidature de l'ATP, ils sont 8, vous n'y figurez pas. L'un des membres a dit de vous que vous êtes des gens qui arrivaient à l'ATP comme des messies. Vous pensiez qu'on vous déroulait simplement le tapis rouge pour qu'on vous désigne leader de ce côté. Pourtant, ce n'est pas la même démarche qui est faite là-bas. Et du coup, Cabral Libi, Dieu Kamchameni, une couve sont partis parce qu'ils ont été dessus par l'approche de l'ATP. Vous savez, vous, c'est parce que vous avez la chance d'être journaliste que vous êtes au courant de tout ça. Donc moi, je ne suis même pas au courant de ça. Donc je ne sais même quoi en dire, en fait. D'accord. Alors, il reste quoi dans les chances d'une coalition? L'ATP vole presque en éclat. M. Olivier Billet ne va pas apprécier cette expression-là. Les autres il faut que ce soit bien clair. Oui. Parce que de lire un pamphlet, comme quoi Cabral Libi a dit que l'ATP a volé en éclat. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Que ce soit bien noté que c'est vous qui l'avez dit. Ça ne vient pas de vous. Les autres ont choisi leur candidat, déjà désigné Maurice Kamto. Vous êtes encore dans le sous-marinage. Finalement, qu'est-ce que les Camerounais doivent noter? Est-ce qu'on s'attendra à avoir une coalition forte pour avoir un candidat fort pour aller à cette élection? Moi, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours. Aujourd'hui, même à l'Assemblée nationale, Joshua Oshi et moi-même avons été contactés. Bon, on en parlait parce qu'on est assis côte à côte à l'Assemblée nationale et on échangeait à propos des contacts qui ont été, que nous avons reçus d'autres leaders. Nous ne sommes pas habilités à parler d'eux, mais au moment où nous parlons ici, il y a des figures fortes de l'opposition camerounaise qui sont en train de travailler à leur façon aussi à essayer de construire une coalition. Ils ont déjà recueilli nos avis les uns les autres et ils sont en train de travailler dessus. Donc, moi je vous le dis encore, M. Jean-Jacques Zé, que je vous ai donné les formules qui sont les nôtres au PCRN. Je les ai partagées avec vous. Soit une coalition de transition, soit une coalition autour d'une figure forte. Toutefois, nous restons ouverts à toutes les autres initiatives de coalition qui ont cours. Après toute l'élection, c'est en octobre. Et souvent, ces choses-là, elles n'arrivent à aboutissement qu'après de longues, d'âpres et autres négociations. Parfois, c'est même vers la fin. C'est à la dernière minute. Parce que le temps fait aussi son effet. Il y a un certain nombre de choses qui s'ajustent tout simplement. On sait avec le temps qui vaut quoi, qui est quoi, qui mérite quoi, qui peut faire quoi, qui peut jouer quel rôle. Donc moi, je ne désespère absolument pas. Ce que je sais, c'est que c'est une attente forte du peuple camerounais. Chaque jour que moi je suis dans la rue, je croise des gens qui me disent, s'il vous plaît, mutualisez, 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 même si je leur réponds comme je l'ai dit ici tout à l'heure, qu'attention, il ne faut pas que cette expectative nourrisse l'impuissance apprise. Justement, c'est donnant l'impression que, même si ça n'arrivait pas, parce que ça aussi, ça vient du pouvoir. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, à un moment de l'émission, qui croire ce pouvoir-là que tant que vous n'êtes pas ensemble, je vous ai dit tout à l'heure, à un moment de l'émission, que le pouvoir a des hommes liges dans l'opposition. Et parfois, c'est même parmi les plus radicaux. Et l'objectif derrière tout cela, vous m'avez posé la question, pourquoi? C'est justement de polariser l'attention sur ces gens qui vont par la suite détruire toutes les initiatives auxquelles ils vont adhérer. Pour raconter après, vous voyez, l'opposition n'arrive pas à se réunir. Oui, la vérité c'est que le pouvoir n'a pas intérêt à ce que l'opposition coalise. Donc eux aussi, c'est de bonne guerre. Ils sont proactifs. Ils trouvent des agents fantômes qu'ils mettent dans l'opposition pour que ça n'arrive pas. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de recul, c'est pour ça qu'il faut... c'est pas tout ce qui brille qui est or, c'est pas tout ce qui crie qui est fâché, c'est pas tout ce qui gueule qui est convaincu, ainsi de suite. Il faut beaucoup de recul, beaucoup de prudence, beaucoup de maturité. Et même j'ai envie de dire, moi j'en suis aujourd'hui, quand je prie Dieu le matin, je lui dis, Seigneur, révèle-moi le vrai visage des gens. Et vous les découvrez tous les jours. Ah oui, parce que humainement, parfois c'est impossible, il n'y a que Dieu qui vous le révèle. D'accord, très rapidement, vous allez être très bref dans les réponses. Très bonne émission, félicitations particulièrement à vous Jean-Jacques. Merci enfin pour votre professionnalisme. Ah oui, vous êtes enfin d'une telle émission. Vous étiez dans le besoin. Emmanuel Ngoué, c'est toujours rassurant, Monsieur le Président. C'est toujours rassurant. Alors, autre question, honorable Ola Simple-Long, Cabral Libi, merci pour votre passage sur Info TV. Quelles sont vos propositions concrètes? On a déjà parlé de cela, mais on prend un aspect, améliorer l'accès, réformer l'éducation pour qu'elle réponde aux besoins du marché de l'emploi. La question de l'éducation revient plusieurs fois. Elle englobe la situation des enseignants aujourd'hui et les réformes que vous pourrez porter à l'éducation pour qu'on ait, dit-il, l'éducation, accès au marché de l'emploi. C'est le contenu des enseignements, c'est l'orientation, c'est la situation de l'enseignant, c'est la condition du livre. Le livre, c'est fondamental. Le Cameroun a certes ratifié le protocole à la Convention de Florence, mais les intrants du livre, on paye toujours. On les paye toujours. Et du coup, l'industrie du livre ne décolle pas. La question de l'orientation, elle est fondamentale. Quel est le profilage de la ressource humaine dont nous avons besoin demain et après-demain? L'orientation. C'est très important. Il y a déjà eu dans ce pays la situation de l'éducation. Ah oui, vous passez pas la même case. Oui, c'était en 1996. Oui. Mais malheureusement, les résolutions des États généraux de l'éducation sont toujours dans les tiroirs.
Hélas, l'une des résolutions, par exemple, de ces états généraux, c'était de fusionner les systèmes. Nous sommes quand même toujours aujourd'hui dans un pays où vous entrez dans un lycée bilingue. D'un côté de la cour, on a 3 diplômes et de l'autre, on en a 4. Et la question du probatoire. Ben, c'est ce dont je vous parle. Oui. Et on est en 2025, bon Dieu. Et il y a la question de l'enseignant. La question de l'enseignant, qui est fondamentale. Nous le disons très bien dans ce livre. C'est ça la clé. Il faut changer le statut de l'enseignant, lui donner une rémunération conséquente. En fait, j'ai envie de dire que l'enseignant doit être notre bébé. Vous savez comment, comment on veille sur comment on chouchoute un bébé. Quelles sont ses conditions de travail? Quel est son profil de carrière? Le fameux décret de profil d'adéquation qui a été signé par Joseph Ounapé à son âme lorsqu'il était Minéduc n'est jamais respecté. Et il y a là des parachutages qui font que ça altère même la motivation des jeunes enseignants. Mais le plus important, c'est de décoloniser le système éducatif camerounais. Il faut le décoloniser parce que malheureusement, on est encore, M. Jean-Jacques Zé, dans un pays où lorsque, dans une famille, on apprend qu'un élève, que le maire, qu'un enfant dans une famille, parce qu'il était le premier au bac, a une bourse pour le Canada, c'est la fête. Donc on en est encore aujourd'hui à fêter le départ de nos cerveaux. C'est-à-dire, vous vous demandez comment un pays comme le Cameroun fait pour que le meilleur du bac se retrouve l'année d'après, comme je l'ai retrouvé, celui, le premier au bac de tout le Cameroun, d'il y a 2 ans, 3 ans, je l'ai retrouvé au Canada. Comment on fait pour les laisser partir? Parce qu'on est toujours dans l'obsession de l'ailleurs. On est toujours dans l'impuissance apprise. Et notre système éducatif, je vous fais juste une démonstration toute simple. Est-ce que vous savez, M. Jean-Jacques Zé, que lorsque vous avez le bac F4 au Cameroun aujourd'hui, le bac F4, c'est le bac génie civil. C'est le bac génie civil. Oui. Vous arrêtez les études. C'est fini. Ah ben, il n'y a pas de perspective. Réfléchissez-y. Oui. Vous ne pouvez pas. Pour aller à Polytech, c'est un concours. École des travaux, c'est un concours. École des beaux, c'est un concours. Faculté de génie, c'est un concours. Pourtant, lorsque vous avez un bac A4 allemand, vous avez 10 universités d'État qui vous ouvrent les bras ou les portes, ayant chacune une quinzaine de filières. Attention, attention, on a un problème structurel de notre éducation. Je n'ai rien contre les sciences sociales que j'ai moi-même apprises. Mais je dis que lorsqu'on a des besoins d'industrialisation, ben on pense à des lycées agricoles. On pense à une loi d'orientation agricole. On pense au statut de l'agriculteur. On pense au profilage de la ressource humaine, de l'industrialisation, de l'agriculture, de la transformation. Pour l'heure, nous avons encore un système éducatif. Nonobstant le fait que depuis 2009, nous soyons entrés, mais ça c'est des slogans dans le système LMD que l'on a vendu pour essayer de grappiller quelques financements de gauche et de droite. Il faut complètement refondre notre système éducatif, donc le décoloniser. Tout ça est dans cet ouvrage en fait. Bertrand Kam Azer depuis Figuil, je crois que le président a répondu à votre question. Bravo pour cette belle émission. Le président Cabral Libi sait ce que je pense de lui. Demandez-lui comment l'artiste au Cameroun souffre pour avoir besoin de son intelligence pour sortir l'artiste de la misère. Tony Nobody, président du Sina Moutka. Alors ça c'est incroyable. Monsieur Jean-Jacques, vous avez vu encore les artistes manifester avant-hier. Ah oui, mais ça c'est inadmissible. Oui. C'est inadmissible. Moi j'ai été choriste. Et pendant cette période-là, nous sommes allés enregistrer un album en studio. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai une maquette. Mais sortez l'album. Qui sait? Et c'est là que j'ai vu la souffrance qu'il y avait à poser la voix. C'était des nuits et des nuits. Et là, je parle d'une production musicale. Aujourd'hui que j'écris des livres, je sais ce que c'est qu'écrire un livre. Il n'y a rien de plus cruel que de voir d'abord la falsification d'une œuvre de l'esprit, puis de voir quelqu'un dont l'œuvre est exploitée partout, alors que lui, il ne peut pas en vivre. C'est juste inacceptable. Et tout ça pourquoi? Et nous l'abordons dans le 10e chapitre de cet ouvrage, sur le relifting de l'État. C'est parce qu'au ministère compétent, les gens vampirisent la culture, vampirisent l'art. Nous consacrons dans cet ouvrage une 20aine de pages sur notre vision de la culture, sur la construction des espaces de culture, sur la formation des acteurs culturels, sur l'accompagnement des acteurs culturels. Sur ces questions même, Jean-Jacques Zé, est-ce qu'on invente la roue, mon Dieu? Dans tous les pays normaux du monde, la question du droit d'auteur est réglée. Oui. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller au laboratoire. Vous apprenez simplement de ce que font les autres. Vous collectez et vous redistribuez, bon Dieu. Est-ce que c'est si compliqué? Mais c'est une industrie. La culture, c'est une industrie. Absolument. Elle a de la valeur ajoutée parce que lorsqu'on parle, il faut savoir que l'industrie, c'est la transformation, non? Vous savez, lorsqu'on transforme le blé en pain, c'est l'industrie. Lorsque vous transformez une idée en un rythme, vous avez fait de la transformation. C'est ça l'industrie. Et c'est une transformation de masse. Parce que votre album, parce que votre tableau, parce que votre menu gastronomique, parce que votre génie vestimentaire est fait en masse et transforme les comportements des gens. Et ça construit une identité. On parle de culture française, de culture camerounaise. Ça génère, c'est une valeur ajoutée incroyable. D'accord. Il y a des pays dans le monde qui ont un gain en devise par la culture. Et nous, faute de vision, comme d'habitude, on vampirise le peu qu'il y a. C'est juste inadmissible et inacceptable. Donc on va sortir l'émission avec un album photo. On allait fouiller un peu loin dans les archives. Avec le concours de la réalisation, on va rapidement parcourir cet album photo. Est-ce qu'on peut avoir du Cabral Libi, il y a cela quelques années, pour répondre justement à ceux qui pensent que Cabral Libi a commencé cette affaire en 2018 Ça, c'est une photo de Bafoussam. Bafoussam. Je reconnais le régional de l'époque, Armand Noutak. D'accord. Qui à un moment est parti à Univers, puis au MRC, je crois depuis un certain temps, il est beaucoup plus dans les affaires de football. Je vois Eric Kennedy Foyette, alors ça c'est un des... Il est vice-président de l'Univers maintenant. Oui, et je crois d'ailleurs qu'en chapeau, ah oui, oui, ça c'est Eric Kennedy Foyette. Ah, et cette expédition d'ailleurs, je crois qu'elle a une histoire, cette expédition.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui manque derrière la photo, c'est Arma Okol. Parce qu'à l'entrée de Banganté, chez Madame Ketia Kouté, c'est oui. C'est Banganté. C'est Banganté. Ou Bafan en fait. C'est Banganté. Banganté. Le véhicule de Éric Kennedy Foyette, le frein avait lâché. Oui. Vous connaissez la falaise qu'il y a à l'entrée. Oui. Et le frein a lâché et il nous a rien dit. On a tous découvert qu'on était en train de rentrer à Banganté vers 2 h du matin, comme des fusées. On est resté silencieux dans le véhicule en se disant, si on est vivant au bout, alors, et il y a Denis Ongba, qui est aujourd'hui il est au Mincom maintenant. Directeur de l'Observatoire. Directeur de l'Observatoire, vous le voyez, il a le chapeau d'Inabel, comme on appelle. Il était de l'expédition. Ah, d'accord. Ah oui, alors vous ne l'aviez pas reconnu. Le Foyette nous disait justement que si vous vous souvenez de cette histoire, à l'ouest, il va nous passer un coup de fil après. Est-ce qu'on va une autre photo d'ailleurs qui vous a promis quelque chose? Eh bien, il faut pas reçu la photo piège. On y va rapidement à la réalisation pour sortir de cette photo. Ah oui, et là, ici c'est 2018. C'est 2018, et ça aussi, ça a une histoire. C'est à Dakar. C'est à Dakar. Là où est enterré oui, je pars des États-Unis, je suis en tournée aux États-Unis et je veux prendre un vol direct Air Sénégal. Et il y a une histoire sur cette photo parce qu'on arrive ce jour-là au cimetière de Yoff. Oui. Et il y a du monde partout. Et nous en sommes étonnés. Et on nous dit, c'est la fête des morts. Et quelqu'un me dit, mais vous avez du génie, vous avez du nez. Vous arrivez ce jour. Oui, justement. Et ce jour, je reçois un coup de fil de Madame Germaine Aïdjo, paix à son âme. Elle n'était pas là à Dakar, c'est sa soeur qui nous a reçus pour nous amener à la tombe du président Aïdjo. Et elle me dit, elle était souffrante à l'époque, elle me dit d'une voix très émue au téléphone, elle me dit, Monsieur Libi, que Dieu vous bénisse, depuis que mon époux est décédé, jamais on a chanté l'hymne pour lui, jamais on a chanté l'hymne devant sa tombe, parce qu'on avait chanté l'hymne sur sa tombe. Et la fin de l'histoire, c'est que mon père, père à son âme également, qui est grande gueule, qui a été fait prisonnier plusieurs fois parce qu'il était un peu comme moi, je crois que j'étais sa lui n'est pas tombé très loin de l'arbre. Quand je reviens, il me dit, mais Cabral, toi aussi. Aïdjo, il était dur, hein, il ne m'a pas toujours bien traité. Et je lui dis, eh bien, écoute papa, chacun son histoire. D'accord. Chacun son histoire. Et c'est depuis ce temps, en fait, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'aller au PCRN, ça beaucoup de gens ne le savent pas. Depuis ce temps-là, je suis habité par au fond de moi, par la philosophie de la réconciliation. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre dans cet ouvrage sur la réconciliation. J'ai toujours pensé qu'il faut réconcilier les gens. Et qu'il faut garder le meilleur des gens. D'accord. Et j'ai réussi à le convaincre. D'ailleurs, juste à sa mort, il me demandait souvent, oui, mais tu ne repars plus à Dakar.